une molécule du pollen de ragouide, qui est le pollen américain par définition, comme nous les graminées, et donc montrer déjà qu'il y avait des particules, des constituants dans ce pollen qui étaient responsables de ce qu'on appelle de la sensibilisation et de l'allergie ensuite par extension. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis à faire des travaux, et dans notre laboratoire, nous avons commencé à travailler sur les acariens dès 1975-1976 exactement, et nous avons été le premier laboratoire, parallèlement à un laboratoire américain, c'est pour ça que je dis le premier, et pas le second, mais le premier, ensemble, à mettre en évidence ce qu'on appelle un allergène important dans un extrait d'acarien. Notre but, plutôt, si on garde un peu ces acariens, ces extraits, enfin, ces cultures, cet élevage d'acariens, c'est plus pour les utiliser in vitro, c'est-à-dire avoir des extraits d'acariens pour travailler sur les cellules humaines. C'est-à-dire on prélève du sang des individus et puis on regarde ce qui se passe au niveau cellulaire, au niveau recherche. Alors là on n'injecte pas, donc on peut modifier les conditions de culture sans risque. Donc c'est un petit peu différent. C'est pour ça qu'on garde cet élevage. C'est parce que ça peut, comme c'est quand même fait partie des allergènes les plus fréquents. Donc les allergènes les plus fréquents, c'est le pollen. Donc on garde le pollen, les acariens, et le modèle expérimental est le cheval parce que c'est un allergène recombinant cloné. Donc on a bien déterminé les différentes thématiques, parce qu'on ne peut pas se disperser non plus. Voilà le bocal qui contient une espèce d'acarien qui est le Dermatophagoides pteronicinus, le plus fréquent dans la poussière de maison, mais ici il est en culture. Il est mis dans une armoire à 25 degrés, 80% d'humidité. Là on regarde le niveau de la culture. Le degré de prolifération, s'ils sont toujours bien vivants, et quand on en a suffisamment, vraiment une très grosse production, bien regarder, à ce moment-là, on récupère le produit. Là c'est bon, on récupère le produit, et puis on le met dans une solution, on fait une centrifugation, et on obtient un extrait d'acarien utilisable en diagnostic, éventuellement en thérapeutique, et pour la recherche, on va regarder les molécules qui sont responsables de l'asthme allergique. Ce sont des concours de circonstances en réalité heureux qui font qu'on arrive à mettre un accent sur quelque chose auquel on ne pensait pas. Alors c'est là où il faut effectivement sortir un petit peu des sentiers battus et ne pas être académique ni dogmatique. Vous avez des exemples célèbres, les exemples de la découverte de la pénicilline par Fleming. Vous avez d'autres exemples que je connais sur la biologie moléculaire où une erreur sinon d'interprétation ou une erreur a été faite et que le technicien, au lieu de jeter le résultat à la poubelle, le conserve. Vous avez l'extraordinaire anecdote de la vaccination du choléra des poules par Louis Pasteur, qui ont fait que, genre rapidement, parce que c'est assez amusant, que Pasteur était parti à l'étranger, qu'il avait confié au docteur Roux le soin d'injecter à les poules ce qu'on appelait le choléra des poules, c'est une bactérie, et dont on savait qu'elle était sensible et qu'elle pouvait en mourir. Et le docteur Roux et son collègue, au lieu de faire l'expérience, ils ont fait autre chose. Ils étaient allés promener au théâtre. Et Pasteur est revenu plus tôt que d'habitude. Et ils se sont dépêchés, avant que Pasteur revienne, de faire l'injection. Mais entre-temps, la préparation avait été vieillie sans le savoir. Elle était restée oxydée. Et donc, quelle surprise ils ont eu de ne pas voir la poule mourir, puisqu'ils avaient perdu 15 jours à le faire. Et pressés par le temps, ils ont refait une deuxième injection, et là, la poule était aussi saine. Et quand Pasteur est venu, et ils ont avoué leur faute, bon, il aurait pu effectivement les foutre à la porte, disant « vous avez mal fait », et il a réfléchi, et il a dit
Mais bon sang, si vous avez inoculé la première fois, c'est que la préparation était vieillie et donc elle était moins virulente. Et donc vous l'avez vaccinée. Voilà, ça c'est une anecdote. Eh ben, c'est ça en fait une découverte ou une observation un peu paradoxale, c'est de ne pas l'acheter en disant elle ne correspond pas à mes idées. Dans le domaine de l'allergie, tout est possible. Ce qui fait que parfois, on peut rencontrer des problèmes de crédibilité. Mais on peut parler des aliments, des pollens. Et puis ça change également en fonction de la manière dont l'urbanisme peut changer. Je vous disais les bouleaux que l'on plante autour des lotissements, ben ça amène des pollens de bouleaux là où il n'y en avait pas auparavant. Maintenant, quand on regarde le Midi, on a procédé là comme ailleurs à un remembrement des terres. On a supprimé des quantités de jolis petits murets en pierre. Comme il y a beaucoup de vent, on a également dans ces régions planté des milliers, des centaines de milliers de cyprès. Eh bien, actuellement, le Midi français est totalement empoisonné en début d'année. Ça commence même parfois en décembre. Décembre, janvier, février, mars sont des mois qui, en fonction de l'ensoleillement, etc., sont des mois qui sont totalement pourris pour les malheureux, qui sont des gens qui sont sensibilisés au cyprès. Alors, il y a 2 espèces de cyprès là-bas, Saint-Pervirens, Arizona. Eh bien, ce sont 2 cyprès qui sont inducteurs, mais alors de conjonctivite. Les gens se retrouvent quand même avec la myxomatose et puis un nez qui est vraiment épouvantablement gêné, parfois même des manifestations pharyngées, la gorge gratte et sans compter les quelques asthmes parfois sévères qui surviennent chez ces gens. Enfin, c'est surtout le nez et les yeux qui sont affectés. C'est quelque chose qui est totalement épidémique et inflationniste. Ça grimpe tous les ans. Bon, et maintenant, il est bien démontré qu'il y a une plante qui s'appelle le ficus, qu'on trouve partout, qui donne des réactions allergiques importantes, parce que la poussière qui sort de ce ficus, contaminée donc par ce ficus, va donner des crises d'asthme, va donner des œdèmes de Quick, etc. Donc la logique serait de dire attention à la population, attention, le ficus est quelque chose de sensibilisant, n'en mettez pas dans la maison. Bon, on fera peut-être sombrer dans la défaillance économique un certain nombre de gens qui fabriquent des ficus, qui en cultivent. Mais en termes de santé publique, il faut prendre le problème avant que ça soit très répandu et qu'on ait de l'argent à dépenser pour traiter des malades qu'on aurait pu très bien ne pas du tout traiter grâce à ça. Pour un certain nombre de produits, la structure de la molécule, à l'occasion de la cuisson, par exemple, la forme de la protéine change, elle n'est plus reconnue par les anticorps. Maintenant, ce n'est pas vrai pour tout. La cacahuète, cuite ou pas cuite, elle l'est toujours, elle est grillée d'ailleurs souvent, reste allergénique. Le céleri, qui est de la même famille botanique que la carotte, donne parfois lieu à des réactions, y compris quand il est utilisé sous forme de sel de céleri. C'est vous dire la distance qu'il y a entre un sel de céleri et une rave de céleri. Donc la destruction de l'antigénicité par la chaleur est une chose, ce n'est pas une chose qui est systématique. C'est vrai pour le blé aussi. La farine de blé est très souvent allergisante et donne lieu à réaction. Le pain de blé bien cuit donne exceptionnellement lieu à réaction clinique. Quand vous allez manger aux États-Unis un brunch et que le cuisinier chinois vous sert avec des gants en latex, peut-être que l'œuf qu'il vous tend, il a posé dessus des particules de latex, et puis vous gonflez en disant, tiens, qu'est-ce qu'ils ont mis comme épice sur leur œuf, ça chatouille dans la bouche, vous êtes allergique au latex, et vous n'avez pas pris garde au fait que... Puis la manipulation, ça peut être fait en cuisine sans que vous le voyez. Donc ça peut parfois être des réactions qui peuvent aller très loin. Les allergologues aiment dire que les allergiques, les atopiques, sont des sentinelles de l'environnement. Alors tous ne le sont pas, mais la possibilité de réactivité clinique, donc d'explosion parfois, peut se voir avec des traces. Heureusement, pas chez tout le monde. Moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est des gens qui travaillent, des infirmières, des penseuses, des chirurgiens. Parce qu'on n'a pas pris des mesures de prévention primaire pour eux, ils sont devenus allergiques au latex. Quand ils le déclarent à la médecine du travail, elle fait son travail, c'est-à-dire le change de poste, c'est-à-dire qu'un chirurgien va devenir, je exagère peut-être pas balayeur, mais n'aura pas le poste de travail intéressant. L'infirmière va être aux archives. Enfin, je veux dire, il y a un déclassement à ce moment-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme en général en milieu médical et paramédical, les gens aiment leur travail,
n'y a pratiquement personne qui déclare. Parce qu'ils savent, une infirmière ici, elle serait allergique au latex, je suis à peu près certain qu'elle ne le déclarerait pas. Elle le cacherait bien, parce que sinon elle va se retrouver, encore que là on n'est pas en chirurgie, mais elle se retrouverait à la loge, elle se retrouverait dans des endroits où... Donc si vous voulez, c'est un peu ça aussi le problème. Hein. Une qui est très connue, c'est l'allergie respiratoire des boulangers ou des pâtissiers. Ces gens qui, dans leur atelier, brassent de la farine, font très souvent des manifestations de type asthmatique sévère, et certains sont amenés finalement à changer de métier. Et parfois, certains peuvent bénéficier d'une désensibilisation qui marche, mais vous pouvez être allergique en étant boulanger à la farine. Maintenant, ce n'est pas seulement la farine. On peut être allergique également à la levure de bière ou de boulanger qui sert à lever le pain. On peut être allergique aussi à l'alpha-amylase, qui est en général une alpha-amylase, c'est-à-dire une enzyme d'origine fongique, c'est-à-dire qui vient d'une moisissure et qui est utilisée dans certaines boulangeries comme agent de facilitation du levage du pain. Donc vous voyez, même quand on est dans une allergie professionnelle comme la boulange, eh bien on peut se retrouver avec différentes molécules qui soient en cause. Vous pouvez très bien avoir une maladie professionnelle si vous êtes toiletteur ou toiletteuse pour chien, ou vétérinaire. Dans ces situations, professionnellement, les gens sont extrêmement embêtés. La difficulté de traiter la maladie allergique, c'est qu'on n'a pas un seul circuit de l'allergie. D'une part, vous avez des allergènes différents, vous êtes allergique au acarien, au pollen, aux aliments, donc c'est déjà différent. Vous avez des symptômes qui sont différents. On dit que c'est... à la fois, on a deux termes, les mécanismes sont compliqués, ça veut dire multifactoriel, il y a de nombreux facteurs, et en même temps, c'est multidisciplinaire, c'est-à-dire que ça touche toutes les spécialités de la médecine, qui vont de l'ORL au poumon en passant par la peau. Donc c'est pas évident, sans compter la réceptivité individuelle, la susceptibilité des gens, la gravité ou la sévérité ou la moindre sévérité, et ça c'est fonction de l'individu. Quand vous plaignez de ces éternuements-là, c'est à quelle période, c'est à quel mois de l'année? Eh bien, février, mars, tous les ans. Février-mars, très tôt en saison, donc avant les beaux jours. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous toussez à ce moment-là? Non, je tousse pas, j'ai des larmoiements. Des larmoiements, les yeux qui piquent, et puis vous avez le nez qui coule. Tout à fait, oui. D'accord. Et vous avez ça depuis combien d'années? 5-6 ans. 5-6 ans. Mais vous ne toussez pas, vous n'êtes pas oppressé, vous n'êtes pas réveillé la nuit par du mal à respirer. Si vous voulez, la base du diagnostic, c'est d'abord et avant tout l'interrogatoire du malade. Très important, hein, très très important. Pour la plupart des allergènes, avec des questions bien posées, pertinentes, je dirais dans 9 cas sur 10, on l'a vu tout à l'heure pour cette malade, hein, dans 9 cas sur 10, on peut dire tel ou tel allergène joue un rôle. Le malade qui vient vous voir parce qu'il vous dit au mois de mai, juin, juillet, j'éternue, j'ai les yeux rouges, j'ai des sifflements dans la poitrine, vous avez beaucoup de chance pour que ce soit des pollens. Il faut toujours le confirmer, parce que c'est peut-être pas les pollens, ça peut être éventuellement des acariens, parce qu'à cette époque-là, ils vont dans les maisons de campagne, où il y a beaucoup d'acariens, donc il faut toujours confirmer le diagnostic. Pour retrouver la cause de vos ennuis, ça va être très simple, vous allez me prêter votre bras, et je vais faire dessus un certain nombre de tests, et on va voir si vous réagissez. C'est la base, ce sont les tests cutanés. Si c'est nécessaire, on peut être amené à faire des dosages sanguins, qu'on appelle des dosages d'immunoglobuline E spécifiques, c'est-à-dire, pour parler plus simple, d'anticorps spécifiques de l'allergie qui reconnaissent qui le chat, qui l'acarien, qui le latex, qui le pollen, etc. Et donc cette prise de sang, qui vous montre un taux important d'anticorps contre tel ou tel allergène, est un élément aussi important. Plus le titre d'anticorps sera élevé, plus vraisemblable sera la responsabilité de cet allergène chez ce patient. Vous voyez. Après, c'est beaucoup plus rare qu'on ait besoin de faire ce qu'on appelle des techniques de provocation. C'est-à-dire un malade, par exemple, qui se plaint d'avoir une rhinite, il éternue, il a le nez qui coule, etc. On lui trouve des tests qui ne sont pas très forts, qui sont misérables, son histoire clinique n'est pas très importante, ses dosages d'anticorps ne sont pas probants. On peut être à ce moment-là amené à lui faire ce qu'on appelle une provocation, c'est-à-dire qu'on va lui mettre un peu d'acarien dans le nez pour simplifier, puis on va voir ce qui se passe, s'il nez coule, s'il éternue, etc. Mais cette provocation par l'allergène est quelque chose qui se fait très rarement en pratique. Les accidents
allergiques à l'anesthésie générale sont connus depuis au moins 40 ou 50 ans, ne semblent pas augmenter de fréquence. Par contre, notamment avec l'histoire malheureuse de notre ministre, les anesthésistes ont eu peur, beaucoup plus qu'avant. Ils maîtrisent toujours très bien la situation. Mais donc, on nous envoie un certain nombre de malades qui n'ont pas toujours nécessairement fait vraiment une réaction allergique. Mais c'est pas facile à déterminer pour l'anesthésiste au moment où il est sur le terrain, etc. Donc c'est pour ça qu'il nous les envoie pour faire un bilan dans ces cas-là. Et je crois qu'il est indispensable que tous les incidents ou accidents, et tout le monde l'admet, y compris les anesthésistes, hein, tous les incidents ou accidents qui sont survenus à l'occasion d'une anesthésie générale subissent ensuite des tests cutanés pour essayer de déterminer s'il s'agit d'une allergie et s'il s'agit d'une allergie, à quel médicament, parce que ça c'est très important pour la suite des événements. Parce que si on ne fait pas de diagnostic, si elle avait fait un choc allergique, par exemple sévère, si on ne fait pas de diagnostic, si elle refait une anesthésie générale dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, le risque c'est qu'on réutilise le même produit et qu'elle ait cette fois-ci un accident ou identique ou plus sévère. Vous voyez. Donc nous pratiquons là ce qui se fait à peu près dans tous les pays du monde, hein, c'est toujours pareil, c'est-à-dire des tests intradermiques, comme vous l'avez vu, on le met juste sous la peau de façon à ce qu'il y ait un petit gonflement local, de concentration de médicaments faibles pour pas qu'évidemment il y ait d'incident ni d'accident. Et on attend 20 minutes pour faire une première lecture des résultats. Ça ne réagissait pas avec ce que vous avez utilisé précédemment, enfin, juste parce que la quantité était infime. C'était juste une petite goutte qu'on appliquait avec une aiguille qu'on appelle les escalérotrinques. Là, je vous ai été voir. Donc, forcément, la quantité qui rentrait sous la peau était très, très minime par rapport à ce qu'on fait en intraléum. Donc, c'est pour ça que vous avez une réaction qui va se faire qui sera plus évidente, plus fiable que ce qu'on a fait. D'accord. On commence toujours par un prick. Et puis si c'est négatif, on fait un traitement toujours par rapport à la prescription médicale. Hein. Ça ne se fait pas d'emblée comme ça c'est le médecin qui décide et c'est le protocole du service. Donc en fait, on tient compte du protocole. Alors, voyez, les pièces sont un peu difficiles à interpréter. Quand le malade justement un peu de dermographie. Non, tout est négatif. Par exemple, là, je crois, regarde, le témoin négatif, il est quasiment identique. Oui, le témoin négatif, il y a une petite papule déjà là, donc non, il y a un Donc je dermographie. continue le sentier. D'accord. Non, il n'y a pas de pour l'instant. Vous recommencez tout avec un peu plus de produits en fait, c'est ça? Avec les mêmes produits, mais avec une concentration plus forte. D'accord, donc c'est de nouveau une série de piqûres. Voilà, c'est ça, encore une série de piqûres. Super, Voilà. d'accord. Plus ces 2 que j'avais pas faites, donc que j'ajouterai, que je ferai avec cette